don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Michel Morin, bienvenue au podcast. Hey, merci beaucoup, Anthony, de ton invitation. C'est vraiment spécial pour moi. Ouais, C'est une ta belle première? expérience. Oui. Comment tu te sens? Je me sens important. Il y a des caméras, il y a des lumières, il y a un micro. Wow! Tu sais, je trouve ça vraiment particulier. Ouais? Mais, tu sais, dans ce que tu fais et tout ça, Ouais. je trouve ça vraiment assez intriguant comme... c'est passionnant aussi, Ouais. ce que tu fais. Puis, je trouve ça intéressant. Surtout de discuter d'un domaine qui est très délicat, d'un domaine qui est passionnant à la fois. Si tu me permets, je peux te faire une petite intro par rapport à l'historique et par rapport à mon travail. On va parler d'automobile aujourd'hui. Je disais délicat tantôt parce que quand on parle d'automobile, on parle aussi d'argent. Puis parler d'argent, on sait au Québec, c'est très délicat. Les gens... Ah, c'est tabou, hein? Oui, exactement. Fait que moi, c'est ça, je suis un tout jeune de 40 ans d'expérience dans le domaine. J'ai commencé à 18 ans, imagine-toi. À 18 ans, OK, quand même assez jeune. Oui, je me souviens de la première voiture que j'ai vendue parce que j'ai été vendeur. Ouais. J'ai été... je dis bien le mot vendeur. Hein. J'ai commencé tout début des années fin 70, début 80. Parce que dans le temps, on était des vendeurs. Puis finalement, on devient des conseillers. Je te dirais, je vais te dire dans pas long, c'est quoi la différence. Fait que je suis dans le domaine de l'automobile depuis ce temps-là. En 2015, j'ai arrêté. J'étais tanné de le faire de cette façon-là. J'ai été aussi directeur des ventes, que j'ai rapidement laissé de côté parce que je voulais revenir à ma petite bulle, ma micro-entreprise dans mon bureau et mes clients et tout ça. OK. J'ai connu la venue d'Internet et je me souviens quand on disait jamais qu'on va vendre des véhicules avec cette affaire-là. Ouais. Puis là, à un moment donné, une demande, ça vient de l'Abitibi. Quelqu'un a vu un véhicule, puis là, graduellement, pour terminer, en enfer, que vendre avec Internet, un peu comme quelqu'un qui veut vendre des trucs sur un marketplace. On se place en quelle année? Écoute, c'est l'arrivée d'Internet, je suis pas fort en date comme telle, là. Mais à ce moment-là, là, on est rendu dans les années 80. Parce que c'était début 2000, j'imagine. Ou début 2000, fin des années 90, mais tout début 2000, t'as raison. Et puis, en enfer exclusivement que de la vente sur Internet. C'est impressionnant. Okay. Plus faire de plancher, comme on dit dans les termes. Alors, brièvement, dans une période de directeur des ventes que j'ai rapidement laissé de côté pour revenir vendeur. Puis en 2015, j'ai laissé tout ça. J'en pouvais plus. Je n'étais plus intéressé. Les concessionnaires étaient rendus ouverts 6 jours, voire certains 7 jours par semaine. Et maintenant, je travaille à mon compte. Je suis un pigiste, comme on appelle. Je travaille avec quand même une agence. Et vu que je suis un voyageur dans l'âme, de cette façon-là, je parcours le Québec et j'ai même travaillé en France. C'est quoi ça? C'est qu'on appelle ça des ventes privées. Le concept de vente privée qui existe au Québec depuis quand même une couple d'années. C'est le fait, pour te faire un résumé brièvement, c'est que les clients, mettons que toi, tu possèdes un véhicule Toyota, que tu reçois une invitation. Tu reçois une invitation par mail, par texto, par téléphone très souvent aussi. Et on dit, Anthony, ton véhicule, il nous intéresse. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut te faire une proposition. Ça n'engage à rien, mais à telle date, y a-tu un moment dans l'avant-midi ou l'après-midi que tu pourrais te présenter en concession, puis on va te faire... On ne s'est pas publicisé, là. C'est pour ça qu'on garde ça. On appelle nos clients directement. De là, le concept de vente privée. Et on invite les clients. On est en lien directement avec les manufacturiers pour faire des promotions. Et puis, donc, toute la journée, les gens défilent et ils viennent voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Et c'est là que j'ai vu la différence entre un consommateur de la France puis un consommateur au Québec. C'est quand même, il y a une différence. C'est quoi les différences? Écoute, les grandes différences, quand on rencontre un client, on lui demande, parmi les premières questions, on va lui demander, c'est quoi le véhicule que vous possédez actuellement? Et quand on a pris les notes de voir qu'est-ce que les gens possèdent, la grande question, surtout au Québec et en Amérique, je dirais, c'est le véhicule que vous possédez actuellement, est-ce que vous avez un lien dessus? Est-ce qu'une banque a un lien? C'est-à-dire, est-ce qu'il est financé encore? OK. Est-ce que vous devez un montant d'argent sur le véhicule?
Et puis, quand vous l'avez acheté, ce véhicule-là, s'il y avait déjà un négatif. Un négatif, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fameuse balloon. Ça veut dire que tu as l'autre de véhicule. l'équité négative. Oh, OK. Une équité positive, ça veut dire qu'on va te donner 10 000 pour ton véhicule. Sauf que toi, il t'en reste 4 000 à payer. Ouais, je comprends. Il peut arriver qu'on te donne 10 000 pour ton véhicule, mais t'en dois 16. Et voilà. T'as une Fait que là, ça balloune se de rajoute 6 000. par-dessus, right? OK. Il y a des gens qui ont accumulé ça. Mhm. La différence, pour revenir à ta question, Oui. en France, quand que j'ai commencé à poser, les premières fois que j'y allais, que je posais la question, c'était, les gens me regardaient complètement étonnés, puis en voulant dire, ben monsieur, si je devais encore de l'argent sur mon véhicule, je serais serais pas pas là. ici, Ça, c'est en France. en France. OK. Oui. C'est impossible de penser à se déplacer dans Wow. une concession pour commencer un projet de prendre l'achat d'un nouveau véhicule. Quand on n'a pas 100% payé l'autre. Exactement. Ici, c'est pas ça du tout. Ah, c'est C'est bizarre. pas ça. J'aurais pas Ouais. pensé ça comme mentalité complètement différente. Ben, ça Exactement. vient avec l'argent aussi en général, là, mais... C'est la part qu'on a, c'est le lien qu'on a avec l'argent Mhm. en France là-bas versus la discipline fait en sorte que je dirais qu'eux possèdent la meilleure solution. Ouais. Alors, c'est ce que Wow. le petit historique là, qui m'a emmené de l'âge de 18 ans à actuellement. OK. Je ne vais plus travailler en France parce que j'ai fait pendant longtemps l'expérience, puis j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ça m'a fait voyager. J'ai fait des événements en Abitibi. J'ai fait des ventes à Gaspé, à Cannes, à Nice, en Bretagne, à Laval, partout. Partout. Un client, ça reste un client. Puis en France, ben, les gens nous adorent, puis ils nous posent plein de questions. Ils aiment beaucoup les Canadiens français. Fait que je me suis beaucoup, beaucoup amusé dans ce monde-là. Est-ce que tu préfères travailler avec le marché québécois, canadien, ben québécois plutôt que français? Y a-t-il une préférence? Non, il y a... je vais dire une chose. Ce qui est très intéressant, la question est très bonne, mais ce que j'aime surtout, c'est de travailler dans les régions. Ouais. J'ai travaillé dans les régions, c'est que c'est plus détendu, c'est plus festif. On a fait un événement dans la région de Percé, dans une concession Kia. Ils ont sorti tous des bacs remplis d'eau pour faire un party d'eau mort dans le stationnement. Pendant que les clients allaient essayer les véhicules, il y a une autre équipe qui évaluait les véhicules des clients pour faire les propositions après quand ils revenaient. C'est cool. C'était un happening qu'on faisait. Ouais. Et puis ça, c'est vraiment... Ça, on ne peut pas voir. En ville, ce qu'on va retrouver, c'est plus le stress de la ville. Il n'y a pas de jugement vis-à-vis des gens comme tels. À telle place, ils sont plus fins que les autres ou quoi que ce soit. Que ce soit en région de France ou en région au Québec, c'est beaucoup plus festif, c'est plus détendu, c'est beaucoup plus agréable. C'est ce que j'ai remarqué comme tel. Tu sais, mon podcast, c'est souvent... Ben, les gens qui écoutent le podcast, c'est des... 15-25 ans. Avec des gens qui commencent à vivre leur première expérience de conduite, leurs premiers achats éventuels. Donc, tu sais, qu'est-ce que tu leur dirais à savoir quand tu approches cette demande-là parce que tu as besoin d'un véhicule pour te déplacer, disons que tu es en dehors de la ville de Montréal, dans les régions, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour commencer ce processus-là de recherche? Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, mettons que je m'en vais dans le passé, là, puis j'arrive dans le monde qu'on vit aujourd'hui, là. Honnêtement, je serais embêté. OK. Ça ne serait pas évident comme tel à choisir. Je vais commencer avec ceci. Dans le Code civil, là, je pars de loin, là, tu vas dire, là, dans le Code civil, la loi numéro 1, okay? Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Maintenant, je te raconte une petite anecdote qui est arrivée dernièrement. Ça a passé dans les journaux. OK. Il y a un couple de retraités qui décide de s'acheter un véhicule électrique. OK. Je nomme pas de marque là, mais comme tel, mais c'est pas un Tesla. OK? Il s'achète un véhicule électrique et puis on demande aux conseillers, moi je m'en vais aux États-Unis, je m'en vais visiter des amis qui sont installés en Floride et il n'y a pas de problème pour quand je vais voyager aux États-Unis pour brancher mon véhicule. Non, aucun problème, il y a des bornes partout, tout est correct. Parfait. L'anecdote, c'est que qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt traverser les lignes, c'était environ plusieurs heures par jour pour essayer de trouver une borne et attendre en ligne. Tu avais 98
0,9% qui étaient à Tesla et les autres étaient pour les autres marques, mais avec une longue filée de 2-3 heures pour attendre à se faire charger. Et dans l'article, ça disait, oui, mais nous, on n'était pas au courant. Non. Il faut que tu sois au courant. Tu ne peux pas te fier à... Il faut que tu demandes un deuxième avis. Oui. Ton travail, ta job, tes responsabilités, c'est... nul n'est censé ignorer la loi, mais nul n'est censé ignorer les directives si tu t'achètes une nouvelle technologie. Tu sais, quand on parle de technologie, quand quelqu'un s'achète un nouveau iPhone ou un Mac Pro, j'ai jamais vu des gens aussi bien préparés. Et ils le connaissent là par cœur. 100%. Ils savent... Je me vois là-dedans. Tu te vois là-dedans? Oui. Mais quand que je vois des gens qui s'achètent une voiture, je les trouve pas préparés. Tu as un examen à faire, tu vas te préparer. Tu attends de la visite chez vous, tu te prépares. Si tu t'en vas en concession, tu n'es pas préparé. Il y a des gens qui rentrent en concession avec un véhicule en échange. Ils sont même pas venus avec le véhicule. Ou bien ils n'ont pas les enregistrements. Ils n'ont pas fait une idée du marché du véhicule, combien ça vaut. Fait que pour revenir, supposons, moi, je viens de passer mon cours de conduite. Ouais, mettons, puis que je veux m'acheter un véhicule. Mon Dieu, je suis embêté. Premièrement, j'ai-tu besoin d'un véhicule? Est-ce que je vis à la campagne? Est-ce que je vis en ville? Est-ce que je ne m'achète pas de voiture puis que de temps en temps, quand je n'ai besoin d'un, je vais... La loue, comme l'auto. Comme une auto. Oui, c'est ça. Est-ce que je fais ceci? Est-ce que je prends un véhicule électrique? Est-ce que je prends un véhicule à essence? Est-ce que je prends un véhicule utilitaire? C'est de savoir, c'est de répondre puis je ne suis pas là non plus pour dire... Moi, j'ai une opinion. Pour moi, les véhicules électriques, je peux pas. Je peux pas parce que j'arrive de l'Abitibi, je suis allé... Tu fais des longues distances. Je fais des longues distances. Fait qu'à ce moment-là, pour moi, c'est pas... Je perdrais beaucoup de temps. C'est pas approprié. Si je prends ma retraite puis que je parcours les secteurs aux alentours, ça va. Mais moi, je suis pas prêt à ça. Fait que, est-ce que pour qu'un nouveau conducteur, c'est le choix à faire? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce véhicule-là? Est-ce que l'hiver, je vais le conduire beaucoup? Est-ce que j'ai accès à des bornes? Est-ce que là où je vis, j'en ai? Puis quand on a fait un choix sur un véhicule en particulier, il faut que la personne que tu vas rencontrer, est-ce que tu te sens à l'aise avec? Tu sais, c'est toutes ces... Si tu peux avoir quelqu'un dans ton entourage, mettons une personne comme moi, que tu peux dire, ben écoute, peux-tu me guider? Comment qu'on fait? Puis, un coup qu'on a déterminé le budget, puis le véhicule qu'on a besoin, ben c'est de savoir à ce moment-là comment qu'on se présente en concession. Est-ce que je vais donner un montant? Est-ce que je fais affaire avec ma banque si j'ai besoin de financement ou avec le manufacturier? Il faut regarder les programmes en cause. Si je choisis un produit Y et puis qu'il y a un taux d'intérêt super intéressant ou la compagnie X offre un taux plus élevé, mais par contre, avec un rabais sur le prix du véhicule, fait que tous des calculs qui font en sorte que le manufacturier est là pour allumer le consommateur. Fait que c'est déterminer, faire ses devoirs quand même assez longtemps d'avance pour faire un bon choix. Il y a beaucoup de variables aussi là, à identifier, mais il faut que tu t'intéresses à ça. Puis tantôt, je parlais avec quelqu'un justement qui est passionné de politique, puis je disais que les jeunes ne sont pas intéressés par la politique en général. Qui ne prennent pas justement le temps de faire leur recherche pour s'éduquer par rapport à ça. Il y a beaucoup de négativité, puis de dire on va voter pour le moins pire. Tu sais. Il y a on dit souvent ça. Choix d'élimination. Mais on ne devrait pas penser de même. Puis un peu comme on vient au point tantôt de dire dans votre vie, vous avez 2 achats principaux, investissements principaux, la voiture et la maison. Exact. Ensuite, au niveau du terme de l'argent. Donc, pourquoi passer vite puis rapidement sur OK, je vais juste prendre ce char-là puis d'avoir un paiement justement de véhicule qui va te suivre pendant plusieurs années. C'est ça. Il y en a souvent qui vont acheter avec la marque, juste pour le flash de la marque, une belle BM et tout ça. Mais attends, est-ce que c'est vraiment selon tes besoins? As-tu besoin d'avoir la nouvelle BM de l'année? C'est toute une question, c'est toute une question de choix. Parce que est-ce que c'est un véhicule pour le plaisir? Tu sais,
sais, on voit souvent des retraités qui s'achètent une belle petite auto décapotable pour l'été. Ouais. C'est une bébelle à moteur, comme on dit. Ouais. Tu sais, c'est pas la même chose, là. C'est parce que si tu achètes un véhicule à 20 ans, tu es supposé de savoir, tu viens ou tu es sur le bord de finir tes études. Tu as à peu près une idée Ouais. où ce que tu vas te trouver dans 5 ans. Exact. Le véhicule que tu vas acheter, est-ce que tu l'achètes dans un moment présent? Est-ce que tu as une blonde? Ouais. T'es-tu avec quelqu'un qui fait en sorte que toi, tu te dis, moi, je pense que d'une couple d'années, je vais avoir un enfant. Mais si tu achètes une sous-compact, un petit véhicule, fait qu'il faut toujours que tu penses à l'intérieur de 5 ans quand tu t'achètes un véhicule pour les besoins actuels. Même quand tu as 18 ans, là. Et puis, mettons que tu es un gars, surtout un gars entre 20 et 25 ans, tu t'achètes un véhicule un peu sport, puis aujourd'hui, ils ont tous des moteurs turbo. Ben, je pense qu'avant de te déplacer dans une concession, tu as intérêt à appeler une compagnie d'assurance. Parce que ça se peut Très bon. que tu tombes de haut. Ouais. On a parlé de ça justement avant la discussion, mais la petite anecdote avec ma belle-mère Maryse, justement, parlant d'assurance, une tempête. Exact. Il y a une grosse branche qui est tombée sur, qui était une Volkswagen. Une Golf avec Volkswagen, la plus équipée 2000, qui pouvait exister dans ce temps-là. 2015, je me trompe pas. Quelque chose comme ça, oui. Très bon véhicule, moi, c'est une Excellent. conduite écœurante, right? Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Donc, la compagnie d'assurance, son but, premièrement, il envoie un évaluateur. Ouais. Est-ce qu'on va réparer le véhicule ou bien on va le déclarer scrap? OK. Ça veut dire que là, les coûts, c'est trop long, c'est trop compliqué pour reconstruire le véhicule. Puis bon. À partir du moment qu'il est déclaré scrap, ils partent avec le véhicule, puis là, eux, ils vont te faire une offre. Eux s'en vont. Donc, toi, en attendant ton travail, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'aller, tu prends le véhicule que tu as, dans le cas de Maryse, qu'est-ce qu'il y avait? C'est un véhicule 2015. On fait des comparatifs un peu comme on fait avec les maisons. Ouais. C'est-à-dire, tu t'en vas dans un quartier et tu regardes les comparatifs des maisons dans le style de la tienne pour avoir une idée du marché. Dans les véhicules, c'est la même chose. Les gens n'utilisent pas cet outil-là. Fait qu'à ce moment-là, c'est de voir, OK, moi, mon véhicule, si j'avais à le vendre sur le marché, c'est 20 000. Ce qui est arrivé dans cette situation-là, eux autres, les compagnies d'assurance, ils vont s'essayer, là, ils font un offre. Ben oui. Le client, il dit, ben là, OK, ben c'est le montant L'accepte, qui m'offre, mon véhicule est d'occasion, puis OK, let's go, il va avec ça. Eux, c'était lui offert, puis c'est des chiffres fictifs que je dis, là, mais c'était une offre ridicule. Là. Il y avait eu comme 12 000 sur un véhicule qui en vaut 20-22. Exact. Puis là, j'ai dit, wow, un système d'alarme qui est parti. J'ai dit, Ben, je me souviens, mon père a dit, attends, m'appeler Michel. Oui, c'est ça, j'avais dit. J'ai dit, il faut, appelle-moi. Je me souviens, j'ai tout vu la scène. C'est ça, exactement. Fait que j'ai dit, là, là, j'ai envoyé les comparatifs. J'ai dit, regarde, il y en a 3. Lui, il vaut ça, ça. Quand il a montré ça à la compagnie d'assurance, c'est que le prix, il a monté en flèche. Puis là, ils ont reçu un excellent montant. Fait que la compagnie d'assurance, c'est intéressant, ça. Ils font des offres. Le montant qu'on nous propose, il faut penser toujours en termes de proposition. C'est pas... C'est pas final. Final, c'est pas la réalité. C'est pas comme un verdict qui tombe, là. C'est que nous, si on n'est pas préparé, puis qu'on ne connaît pas le marché, on ne le sait pas. Fait que ça, c'est tout... ça, on parle en cas d'accident. Mais en cas de préparation, comme je disais tantôt, surtout quand on est un gars en bas de 25 ans, qu'on n'a pas beaucoup d'expérience de conduite, ça va faire très mal. Puis je pense le type des véhicules aussi. Hein? Je pense que les gens qui achètent, ça va varier, right? Mettons, moi, j'ai un VUS, fait que ma prime d'assurance est moins élevée. Exact. Ça va aussi avec ton nombre de millages et tout ça, mais dans le sens, je pense que mon ami, il a une Civic, puis je pense qu'il était juste... ça coûte plus cher, littéralement. Ah ben oui. Fait qu'il est plus à risque parce qu'il y a plus d'accidents dans un jeune homme avec tel type de véhicule. Puis je sais pas si c'est vrai ou c'est un mythe, là, mais les véhicules rouges ont plus tendance à être assurés davantage. Peut-être un mythe, j'entends ça. C'est peut-être un peu plus, c'est quelque chose, je suis pas prêt à aller jusque-là. Ben, je trouve ça drôle, j'ai vu ça. Mais... Oui, exactement. Fait que ça va quand même dans les détails. Mais fait que, dans le fond, ça serait justement de ne pas accepter justement la proposition finale quand vous savez que
Ça vaut la peine, justement. Puis, tu sais, qui ne veut pas avoir exactement. pour son véhicule? Mais imagine comment que ça peut être drôle quand tu reçois l'appel, puis toi, tu es installé sur ton bureau avec les, avec les comparatifs, puis tu dis, OK, je vous écoute, c'est quoi le montant? Ah, c'est ça. Alors là, c'est ça. Bon, ben, si vous attendez un instant, je vous envoie quelque chose que vous avez probablement de votre côté, parce qu'eux, ils ont fait le devoir. Pour venir à toi, pour tes services, est-ce que tu as un persona, as-tu un type de clientèle que tu préfères travailler avec? Les femmes. OK. Quand j'étais conseiller, et juste avant de faire une petite parenthèse, parce que, tu sais, dans le monde de l'automobile, là, les gens, ils ont peur souvent d'y aller, parce que tu l'as dit tantôt. Ils ont peur parce que dans les années 70-80, les hommes et les femmes se sont fait traiter à grands coups de ma petite madame puis mon petit monsieur. Puis m'a te faire un deal aujourd'hui. Puis si je te donne les tapis d'hiver... Oui. Mais c'est ça. Quand j'ai commencé, je disais que j'étais vendeur. Puis en dernier, j'étais conseiller. Tu vois? C'est ça la différence. Parce que si tu vends, tu deviens juste un débiteur de carte de crédit. C'est ça que t'es. Puis... ça se peut qu'il rencontre un beau-frère ou un ami, puis il va se dire, bon, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, tu aurais dû faire tes leçons plus... Puis il te cancelle le lendemain. Moi, je voulais pas de ça. Non. Des fois, je voyais un client, je lui dis, écoute, moi, je pense que tu es dû pour avoir une discussion avec amis, conjoints, peu importe. Tu sais, puis il revient demain. Ouais, mais s'il se vend, mais il sera vendu, qu'est-ce que je te dise? J'aime mieux que quand j'aime mieux quand tu reviens, tu es décidé. Fait que j'avais... un conseiller, c'est, disons que toi, tu as un objet à vendre, puis tu le mets sur le marketplace, tu vas être naturel, tu vas pas jouer un personnage. Non. Ben non. Puis tu connais ton produit, puis tu vas le vendre de façon naturelle, tu vas bien conseiller. Bien, c'est la même chose. Tu sais, si, à partir du moment où tu travailles dans un établissement, parce qu'un représentant dans une concession automobile aujourd'hui, il y a un espace. Lui, il paye à la commission. Il y a des endroits, leur devise, c'est tu signes ou tu le brûles. T'sais, on le vend tout de suite, parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est des pourcentages de taux de vente, de taux de signature. Oui, c'est ça. Il y a des objectifs à atteindre. Des objectifs. Tu vends. Fait qu'à ce moment-là... c'est pas personnalisé. Non, effectivement. Fait que quand tu es conseiller, à ce moment-là, tu vends naturellement, paisiblement, sans pression. Et puis les gens vont, « Hey, j'ai rencontré quelqu'un, il a pris le temps, il m'a bien conseillé. » Tu vas référer ces gens-là à cette personne-là. C'est-tu possible d'être... à l'intérieur d'un concessionnaire, d'être conseiller ou c'est vraiment d'être à son compte conseiller automobile? Tu es toujours un employé au Québec. Tu es toujours un employé. Il existe ce qu'on appelle des courtiers en automobile. Ça fait quoi un courtier automobile? Mettons, toi, tu es un chirurgien, tu travailles comme un fou dans une clinique, dans un hôpital. Les médecins sont terriblement... OK, ils ont les budgets, ils ont le portefeuille pour. Eux, ils vont dire, moi, je veux tel véhicule. Moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. OK? Moi, je veux tel. Je te donne 2-3 choix et j'aimerais ça payer à peu près de temps. Puis, va me chercher le meilleur prix dans ce que je t'ai dit. Lui, le courtier s'en va. Il magasine pour le médecin, pour la personne qui est trop occupée dans la vie pour aller se présenter dans une concession. Je comprends. Fait que ça, c'est des personnes qui travaillent à leur compte. Mais quand les gens que tu rencontres dans un concessionnaire, c'est des employés. Mais, malgré ça, ils sont à commission pareil, puis c'est des micro-entreprises. C'est ce qui est différent. On parlait de la France tantôt. Eux ne sont pas payés pour la vente de véhicules. Ils sont payés pour le financement. Ils ne vont pas dire, moi, j'ai vendu 20 véhicules ce mois-ci. Non, ils vont dire, moi, j'ai fait 800 000 euros de financement. C'est ça la différence. OK, je comprends. Oui, exactement. Ils vendent le financement. Donc, c'est plus avantageux pour eux de vendre justement un programme de financement de voiture. Oui. Puis, pour finir, puis pour switcher, en fait, c'est quoi l'avantage? Parce que tu as deux options quand tu achètes un véhicule, de louer ou de l'acheter. Les différences, puis les avantages, les désavantages? Ceux qui ont des entreprises, ceux qui travaillent beaucoup avec leur véhicule, d'un point de vue comptable, impôts, c'est plus profitable. C'est plus profitable à ce moment-là pour la location. Au niveau des dépenses que tu peux mettre au complet. Normalement, quand on achète un véhicule avec son nom, c'est un véhicule pour usage personnel.
Il y a des gens qui ont des entreprises, qui ont 2-3 véhicules pour l'entreprise au nom de la compagnie, 100%. Qui vont louer les véhicules, mais chez eux, ils ont un véhicule tout simplement personnel à leur nom. Puis, c'est quand tu commences à mélanger les deux, ça peut être difficile de diviser, justement. Il y a des gens, des consommateurs, des particuliers qui vont avoir eu des locations toute leur vie. Location 3 ans, 4 ans. Eux, leur concept, ils l'aiment beaucoup. Ils ramènent le véhicule au bout de 3 ans, puis ils repartent avec un nouveau. Puis ils font toujours à peu près dans les mêmes paiements. Puis mais c'est ça. La variable, c'est la balloune. Ben non, tu ne peux pas avoir de balloune parce que là, quand tu ramènes un véhicule de location, tu ne peux pas sauver les taxes avec ça. Ah, OK. Tu comprends? Sure. Ouais. Si tu as un véhicule, une valeur de 5 000 $ sur une voiture, tu veux le laisser en échange. On te fait un offre, l'offre est bonne. C'est toujours ce montant-là plus les taxes. Fait que tu vas avoir un crédit de taxe sur le prix du véhicule. Versus si tu me le vends à moi, on s'en va au bureau d'immatriculation, puis moi, je vais payer rien qu'une taxe. Tu comprends? Fait que il y a ça comme exercice. Est-ce que je peux le vendre à quelqu'un pour avoir beaucoup plus, ou je le laisse au concessionnaire, puis que là, je vais avoir un crédit de taxe. Mais quand c'est une location, tu ne peux pas avoir de crédit de taxe. Fait que c'est sûr et certain que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de kilométrage, puis qui se prend un financement de 5 ans sur un véhicule, puis qui sait qu'il va pouvoir le toffer encore longtemps, ben, là, tu vas rentrer dans la zone payante. Tu as un véhicule quand même assez récent, et là, tu n'as plus de paiement. C'est ça qui... Comment tu vois un peu l'avenir des consommateurs? On voit souvent des gens qui vont changer leur véhicule aux 2 ans, 3 ans, comme tu dis. Est-ce qu'il y a un réel besoin mécanique de le changer aussi, ou c'est vraiment un besoin personnel à combler? Quand c'est rendu, tu veux changer ton véhicule aux 2-3 ans, mon père faisait ça. Juste parce qu'il voulait avoir un véhicule récent. Son image, il travaillait dans la publicité, puis il voulait toujours avoir un véhicule récent. Aujourd'hui, les véhicules, un véhicule de 5 ans, que tu as bien entretenu, qu'il est propre, il a de l'air récent. 100%. La mécanique, les véhicules aujourd'hui sont quand même relativement fiables. Oui, il y a beaucoup de technologie dans certaines marques, là. Et puis, c'est sûr que tu peux garder maintenant un véhicule assez longtemps. Ce qui amène à parler, tu m'as demandé tantôt pour les véhicules d'occasion. Oui. Est-ce que je veux un véhicule d'occasion? Ce marché-là, oui. Est-ce que je veux un véhicule neuf? Il y a 2 catégories de véhicules d'occasion. Tu achètes un véhicule de quelqu'un de la famille. Mettons quelqu'un qui, c'est ça, tu sais, qui va acheter d'un grand-père ou d'un oncle ou d'un... Ben moi, ça a été... Mon grand-père me l'a cédé, mais c'est ça, voilà. C'est ça. Lui, il avait toutes les piles de factures. Le seul propriétaire. Tu connais le véhicule, puis lui, il le connaît, puis il est à l'aise de te le laisser. Ça, c'est parfait. C'est génial, il y a la catégorie, ce qu'on appelle les minounes, là, les véhicules à problème. Tu dis... il y a des clients dans le temps qui disaient « Ah, si tu vois un véhicule 3-4 000 pour mon garçon ou pour ma fille... » C'est ça. Puis là, je disais « T'es sérieux? » C'est ça. Tu veux vraiment embarquer tes enfants, ta progéniture dans un véhicule qui peut être dangereux sur la route ou quoi que ce soit? Je dis peut-être que ça, c'est pas quelque chose... Aujourd'hui, les concessionnaires ont ce qu'on appelle des véhicules certifiés. C'est des véhicules relativement récents, genre des retours de location, qui ont un programme certifié. Ça veut dire que la concession reprend le véhicule, il va y avoir une inspection. Au niveau de l'esthétique, l'inspection, une maintenance. Fait que là, tu peux acheter un véhicule de 2, 3 ans, 4 ans, sauver 20, 25, 30 même plus. 100%. 50 du prix PDSF dans le temps. En plus, avoir un programme pour rajouter de la garantie dessus, ça vaut la peine. Moi, personnellement, je l'ai fait, ça. Avec ma conjointe, véhicule d'environ 2 ans, à peu près. 2-3 ans, 2 heures. On a rajouté une garantie dessus. On a sauvé sur le prix PDSF. Il y a beaucoup de belles occasions. Par contre, là, actuellement, on est dans une période où les véhicules d'occasion les prix sont très élevés. Les taux d'intérêt sont très élevés. Et le comparatif avec un véhicule neuf est parfois assez proche. Fait que ça dépend des périodes. Fait que là, c'est... En ce moment, c'est comme une situation à part, je dis. Exactement. Qui est anormale.
Ben oui. Ça, c'est dû à l'économie, c'est dû à l'inflation, j'imagine. Ah, la COVID a tellement transformé le beaucoup marché. de choses. Comme on dit, la COVID dans le dos long. Là. Il y a plusieurs... les marchés, on l'a vu dans l'immobilier, les maisons, les prix ont augmenté. Il y a une bulle, exactement. Wow, de toute façon, ça a explosé. Beaucoup de véhicules aussi. Là. Et c'était... Est-ce qu'il y a plus de véhicules qui se vendent maintenant ou les habitudes des consommateurs ont changé un peu par rapport à ça? Oh! Excellente question, ça. Ouais. Les gens, aujourd'hui, ils ont peur. Aujourd'hui, en 2024, là, tu parles. Les gens, actuellement, vivent une insécurité pour différents facteurs. OK. Tu vas à l'épicerie, tu vas te savoir assez vite. Oui. Aujourd'hui, les gens, ils coupent quoi? Ils coupent le superflu, ils coupent les restaurants. C'est rendu très, 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 très cher. Fait que les gens ont peur. Très cher d'avoir du fun. Mon travail, c'est ce que je vais avoir... les compagnies, c'est toute l'incertitude puis la sécurité fait qu'en sorte, les gens disent avant, là, je changeais aux 2, 3, 4 ans. Là, je vais le toffer le plus longtemps possible. Quand je vais voir là, que là, je dis là, j'ai pas le choix, là, puis il commence à coûter cher, là, je vais le garder 6, 7, 8 ans, mais même 10 ans. Tu entends ça là, actuellement. Oui. Je vais. La personne qui le change aux 2-3 ans. Fait que... C'est fini. C'est ça. C'est ça. C'est intéressant. Les 30, 40 vont. C'est correct, tu peux... vont passablement rester dans la partie 2, 3, 4 ans. Mais après, là, comme moi, là, je suis rendu, moi, dans cette phase-là. Là. Tu ne veux pas avoir un paiement, un véhicule aujourd'hui, avant, là, du 300, 350 par mois, maintenant, c'est du 5, 6, 700, 800. Là. Oui, 100%. Oui, exactement. Tu te souviens-tu, il y a 2 ans, là, avant que j'aille mon véhicule, qui est une Hyundai pour les gens, une Hyundai 2012 Santa Fe. Je pars bien 200 000 kilos. Mais bref, j'avais fait le processus avec toi parce que mon père m'a dit tu devrais parler à Michel. Tu sais. Et je faisais toutes mes recherches et tout ça. J'allais souvent sur les différents concessionnaires Volkswagen. Il y a toujours la section usagée puis neuf. Ben oui. Puis à un moment donné, j'avais trouvé une pépite. En tout cas, je pensais que c'était une pépite, mais c'était une Volkswagen Jetta 2004 qui était 7 000 usagée sur le concessionnaire. Et comme en l'espace de 2 semaines, il était parti. C'était vendu. Puis là, je te l'ai envoyé. Il a dit t'as dit t'es sûr, prends ton temps, puis tout ça, puis c'était intéressant le processus que j'ai fait avec toi, tu me remets un peu en question, puis c'était un peu ça nécessaire. Est-ce que j'en avais besoin à ce moment-là, plus ou moins? Est-ce que j'avais l'argent aussi de le faire? Est-ce que j'avais les moyens qui me permettaient de lâcher, puis d'être correct, puis de subvenir mes besoins après? Fait que c'est plein de questionnements. Les jeunes, honnêtement, une bonne voiture usagée, il faut mettre combien? Il faut mettre au moins 10 000? C'est quoi, réalistiquement? T'sais? Puis c'est un bon point parce que je vais toujours déconseiller à quelqu'un. Tu prends un véhicule de 150 km et plus. Même si tu connais la personne et qui est en bonne condition, ces véhicules-là, tu ne peux pas te permettre de les financer. Ah oui. Tu sais, un véhicule à 10 000, mettons, il y a des fois, il y a des gens, des jeunes gars, surtout des gars, ils veulent avoir une allemande. Oui, une allemande à 200 000 kilos, mais je parle des Mercedes, BMW, Audi. Ils sont quand même pas si chers parce que pas tu vas si sur Marketplace, 200 000 kilos, mettons une Mercedes, whatever, n'importe quelle marque allemande. Là. C'est ça coûte cher, bien pareil. Oui, c'est ça. Puis là, va la faire réparer après. Puis supposons que le moteur saute, il arrive de quoi, que ça va coûter 5, 6, 7 000 de réparation, puis ça va vite. Tu sais, ton véhicule, là, tu peux plus l'utiliser, mais il faut que tu le payes encore. Fait que tu peux pas aller dans ces gammes-là. En plus, les financer, ça, c'est, comme que je dis, là, t'es comme au cirque, sans filet. Wow. T'as pas de filet. Ça arrive de quoi? Là, tu sais dans le pied, littéralement. Là, t'es fait. Exactement. Quand tu commences, c'est pas un bon move, là, c'est clair. C'est ça. Exactement. Surtout si tu connais pas ça, si disons quelqu'un est passionné de ça puis il peut faire ses réparations, tu sais, ou qu'il connaît un peu. Puis qu'il a les moyens aussi d'acheter ces pièces-là puis de le faire le temps. Mais autrement, honnêtement, une voiture utilitaire, juste pour point A, point B, là, qui tu veux flasher, t'sais? Qui tu veux impressionner? Pourquoi c'est si important que ça? Fait que c'est beaucoup de questions sur toi à savoir. C'est quoi tes... Tu sais pourquoi, dans le fond? Tu sais, à l'origine, dans l'histoire, là, si on fait un petit peu d'histoire, tu sais, dans le monde de l'automobile, mettons,
Je sais pas si c'est... Tout le monde a un souvenir, tu t'en vas chez mon oncle ou grand-papa, puis tu vois des photos sur le mur. La trolley d'enfants qui sont posés sur le Chevrolet 58 sur l'aile au complet. Là. La photo de famille avant était toujours sur une voiture. C'est vrai? Les parents dans le milieu, les enfants assis sur les ailes. C'est vrai? OK? OK. La place de l'automobile dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, prend une très, très grande place. C'est côté hiérarchie, dans une entreprise, tu vois, lui, c'est le boss, lui, c'est le contremaître, lui, c'est le foreman, c'est l'employé. Avec la gamme des véhicules qui conduit. Ben, c'est ça. Dans le quartier où ce que tu restes, tu sais, c'est comme... tu sais, les petits bonhommes qu'on met devant la maison, les lions, là, pour montrer. Ah, les lions, pour dire que c'est payé. C'est payé, c'est à moi, tout est beau. Ben, dans l'automobile, c'est la hiérarchie, tu sais, pour montrer ton statut social. Ou quand tu sors, tu veux impressionner. Un beau véhicule. C'est un signe, c'est un gage de succès, un signe de succès. C'est un gage de succès, oui, absolument. Absolument. Mais c'est facile à devenir, voir, tu sais, ceux qui... tu te retrouves... Les gens qui sont endettés aussi, là, souvent. Bien, ça fait une société que, des fois, je dis pas pour rien, tu sais, qu'au Québec, on est un des pays les plus endettés. Tu sais, je voyais des gens, j'ai déjà dit à des jeunes hommes, c'est pas de changer ton véhicule que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est un conseiller financier. Oui! Oui. C'est vrai? Tu sais, parce qu'il n'y a pas de connaissances financières. Autant à l'école, c'est un sujet qui revient souvent dans mes podcasts, mais je pose souvent, à l'école, est-ce que tu as appris ça, justement, comprendre le système des taxes? Oui. Comprends-tu le gouvernement, quand tu as reçu ton premier chèque de paye, comment ça? J'ai travaillé tel nombre d'heures, puis j'ai reçu moins. Mais non, c'est les taxes. Ça fonctionne de cette manière-là. Les bonnes habitudes d'épargne, se faire un budget et tout ça. Oui. Tu sais, c'est essentiel. Tu peux pas t'éviter. On vit dans une société qui est capitaliste, qu'on a besoin de connaître ça si tu veux être capable d'arriver au bout de la semaine. Là. Fait que tu sais combien de... Tu sais, le fameux pick-up, là, avec les gros sous, là. Ben, ça, c'est... Mais je pense que les gars, ils voient un pick-up comme succès aussi. C'est comme un gros pick-up, c'est présent, puis... Absolument, oui. C'est cher, un pick-up. Ben oui, puis quand tu vas à la pompe à essence, assurer, tu sais, les dépenses, l'entretien, c'est tout... plein de facteurs qui fait en sorte que... C'est sûr que c'est un monde intéressant. Pour moi, c'était vraiment passionnant de travailler, continuer à travailler là-dedans, parce que c'est l'être humain. Tu discutes avec les gens, tu vois, tu discutes avec eux. Tu sais, tantôt, une question intéressante, tu m'as demandé, puis là, je suis parti sur d'autres choses, tu m'as demandé avec qui j'aimais le mieux traiter. Oui. Puis j'ai dit les femmes. Oui, pourquoi? Ben, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Une femme qui s'en vient chercher son véhicule, là, c'est wow, c'est un événement, là. Tu sais, c'est quelque chose, là, c'est... il amène des amis, puis là, regarde, prend des photos, puis là, un gars, c'est normal. C'est un char. On transfère nos trucs dedans, nos tapis, salut, bye. L'expérience client, tu l'as vraiment avec tes clientes. Absolument, exact. C'est ça. Ça fait des belles transactions, et du début jusqu'à la fin. C'est cool. Puis avec les femmes, c'est ça. Les autres, ils veulent... Qu'est-ce qui va faire que ça va durer 30 secondes? Traiter avec une femme, c'est quand elle fait affaire avec un conseiller versus un vendeur. Tu sais, je ne vais pas amener les jugements. Oui, il y en a du monde qui travaille comme dans bien des milieux. Il y a des consommateurs. Je dis juste, en gros, soyez un bon consommateur. Soyez préparé. Parce que dans ce milieu-là, quand les gens ont peur, qu'ils se présentent en concession, souvent, ils n'ont pas le respect. Ils vont demander, fais-moi un prix vite, là. J'ai eu souvent à dire à des gens, excusez-moi, monsieur, madame, mais l'autre jour, il y a un spécialiste comment on appelle ça? Celui qui fait de la céramique, là, qui va poser de la céramique dans une maison. Il y a quelqu'un qui est venu me faire un estimé. Je n'ai pas demandé de me faire ça en 5 minutes au téléphone. Non. Il m'a dit, il faut que j'aille chez vous, il faut que je regarde, il faut que je mesure, puis là, je vais avoir un prix. Exact. Fait que, vous pouvez pas... Là, vous êtes en train de me demander de mal faire mon travail pour vous informer. C'est ça que ça veut dire. Fait que, être un bon consommateur, puis ça, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans n'importe quoi, il faut toujours être prêt à savoir, sinon, c'est toi qui décides comment tu veux payer. Puis à un moment donné, ça se peut que tu t'aperçois, je suis pas dans la bonne marque, finalement.
Puis je pense que tu amènes cette réflexion-là avec tes clientes, dans le sens, j'imagine, tu as peut-être une anecdote que tu peux me conter par rapport à ça, mais une cliente qui t'a approché, qui t'a dit, moi, je veux telle marque, tel modèle, puis c'est ça mon budget. Ouais. Mais là, tu lui as dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu as besoin? T'sais? Est-ce que c'est vraiment, pourquoi tu as décidé de faire ça? C'est quoi les pistes de réflexion que tu amènes avec tes clients? Ben, c'est que, moi, à un certain moment donné, je lui ai dit, on va faire une pause, OK? On va faire de quoi? Tu sais, on trouve ça beau, tout est parfait. Moi, je veux savoir, toi, là, t'es rendu où actuellement dans ta démarche? Tu sais, il y a des façons de dire aux gens, tu sais, je peux pas leur dire dans une autre question, t'es-tu préparé avant de venir me voir? Là, c'est insultant. Ben oui. C'est insultant, mais si je dis... Tu tournes la question. T'es où dans ta démarche actuellement? C'est quoi tu as fait pour en venir? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce véhicule-là? C'est quoi le choix qui t'a motivé à? Fait que là, blablabla, c'est parti. Je vais tout avoir mes réponses. Fait que là, je te dis, ouais, OK, c'est intéressant, OK, ben je peux-tu te donner un exemple par rapport à un client, telle chose? Tu te dis, regarde, admettons telle autre alternative. Puis je pense que tu pourrais sauver, tu sais, tant. Puis, il y a des gens qui vont dire « Hey, merci de m'avoir réveillé. » Je m'en allais dans une voie, puis là, tu as dit « Attends une minute, on fait une pause, on regarde ça ensemble, on rebrasse la marmite un peu. » Puis là, « Ah, OK, ouais, c'est vrai. Ah, OK. » C'était ça également qu'on sert aussi. C'est génial. Je t'ai déjà dit dernièrement, dans mon travail, là, il est un peu tard, là, parce que là, je travaille un peu en semi-retraité, là. Des fois, j'aurais voulu être comme, partir. Si on reculait de 15-20 ans, probablement je l'aurais fait. Tu sais, être un genre de coach ou un accompagnateur dans un processus d'achat de véhicule. OK. Ça a un non-site, là. J'ai pas... un peu comme le courtier automobile, mais je pense que moi, j'appellerais ça plus accompagnateur. Tu sais... Regarde, un guide. Voici ce que je te propose dans la démarche. Je te propose de cibler. Il y a des étapes. Il y a l'opération de cibler. Ensuite, il y a le côté démarche assurance et finances. Et il y aurait la grande sortie, aller visiter, aller en concession puis être prêt. Tu sais, quand un conseiller te reçoit, puis que tu te dis « Wow! » tu peux le dire, tu peux y faire. Moi, les clients, là, je les félicitais, je dis « Hey, vous m'impressionnez. » Je dis « Vous êtes vraiment bien préparés. » Mais c'est rare que j'ai eu à dire ça, par exemple. C'est rare. C'est pas la majorité. C'est vraiment pas la majorité. Tu sais, dire bravo, vous avez vraiment, je t'ai impressionné. Tu sais, vous avez vraiment fait vos devoirs. Fait que, tu sais, ça aurait été un accompagnement. Puis j'aurais dit, let's go. Parce qu'il y a plusieurs, je pense que j'aurais pu avoir un bon bassin de clients. Puis, là, les gens sont rassurés. Et ça soit n'importe qui, là, du jeune universitaire qui finit ses études, d'un couple de personnes âgées, quelqu'un qui ça ne tente pas de nager là-dedans, tu sais, puis tout simplement, regarde, puis là, tu pars, tu te dis, OK, ça, c'est bon. Tu sais, on va mettre de côté, ça, c'est négatif pour toi, avec ce que tu m'as donné comme information, puis d'après tes besoins. Tu sais, personnellement, je t'emmènerais, je te conseillerais plus d'y aller de cette façon-là pour, bon. Fait que ce genre de titre-là, puis de réflexion-là, puis d'emmener... Ça serait un beau modèle d'affaires pour les gens que ça leur intéresse de découvrir ce métier-là, excuse-moi. Oui. Accompagnateur, puis de voir un peu comment tu veux monétiser ça. Fait que si c'est du coaching, une forme de coaching, ben OK, on fait 5 rencontres, on se prend une banque d'heures ensemble, je te charge tel montant, puis on fait tout le processus ensemble, right? Si tu veux plus d'accompagnement, ben ça va faire plaisir de continuer, mais ça, c'est... Pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, tu as peut-être des connexions que tu peux faire aussi avec des concessionnaires, il y a des offres intéressantes, on ne sait pas. Puis, une autre question que j'avais pour toi. Comment tu vois le marché du véhicule à gaz, du véhicule électrique et du véhicule hydrogène? Comment tu vois un peu le développement de ces marchés-là? Oh, wow, ouais, ça c'est drôle parce que c'est une place dans la société. Tu sais, aujourd'hui, on dit, les gauches, les woke, les gens de la droite, les vieux, les conservateurs, puis...
Il y a des mouvements politiques, il y a des... Puis c'est très délicat d'en parler, là. Parce que ça, encore une fois, tu parles d'argent, puis encore une fois, tu parles de consommateurs, puis de hiérarchie dans l'automobile. Et puis, à ce moment-là, aussi, j'ai entendu parler, il y a l'essence synthétique. Il y a l'essence synthétique. Si tu fais une recherche là-dessus, il y a même des groupes d'automobiles, il y a des courses, là, des catégories de courses. Il y a des véhicules qui sont en essence synthétique. Et puis, mais j'ai pas assez de recherche là-dedans comme c'est tel. C'est de l'essence qui n'est pas du pétrole. Dans le fond, c'est juste une substance qui est créée dans un labo. C'est ça, c'est ça. L'hydrogène, moi, ce que j'ai de la difficulté, c'est toutes ces batteries-là qui vont revenir dans 5-6 ans. Tu sais, le gouvernement, aujourd'hui, il nous dit de faire attention, de moins consommer. Il nous dit que ta laveuse à vaisselle, là, premièrement, là, tu vas attendre. Tu vas partir à 10h30, 11h le soir, quand tu vas te coucher, par l'heure de pointe. Puis ta douche, là, c'est 5 minutes une douche, pas 20 minutes. Quand le gouvernement commence à te dire ça, moi, j'écoute ça, j'ai dit, my God! Mais là, c'est pour faire la place aux véhicules électriques. Parce qu'en 2030, on est supposé d'avoir... L'objectif, c'est ça, c'est 100%, il n'y aurait plus de vente de véhicules à essence. Tu sais, notre énergie au Québec est propre. Oui. Puis nous, on en a tellement à vendre l'énergie qu'on en vend même à l'État de New York. C'est vrai. Mais là, on nous dit de faire attention. Oui, il y a un non-sens. Qu'est-ce qui marche pas, là? C'est parce que là, ils veulent qu'on garde l'énergie, parce que quand les véhicules électriques vont arriver à la maison ce soir puis qu'ils vont se brancher... Ça va prendre du jus. Il y a de quoi qui va arriver, là. Moi, je peux pas concevoir que... C'est vrai, ça, pareil. Ouais. La demande va augmenter significativement. Parce que, tu sais, dans la technologie, tu as toujours 2-3 choix. Tu achètes un objet, un téléphone, 2-3 marques, il y a des caractéristiques différentes. Mais là, dans l'avenir de l'automobile, il y a juste actuellement une technologie. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On n'a pas le choix, c'est ça. Un monopole. C'est ça. Parce que là, ça a été l'essence. Puis là, hybride, c'est une technologie transitoire. Puis moi, je vais aller encore plus loin. Moi, je pense que l'électrique, c'est transitoire. C'est quelque chose on ne pourra pas juste avoir ça. OK, on ne pourra pas juste se fier à notre voiture électrique. On ne pourra pas avoir que ça. Il va falloir qu'on développe, que le développement... Moi, je suis confiant quand même, parce que j'espère que ça va être avant 2030, mais que l'hydrogène... D'autres types de technologies. Exactement, c'est ça, d'autres types de technologies. Mais là, à savoir, est-ce que je suis... Comment qu'on fait pour savoir si moi, je suis électrique ou je suis mieux à essence? T'sais? Même si mes convictions dans la société d'aujourd'hui fait en sorte qu'il faut absolument avoir un véhicule électrique. Mais tu sais, quand ça prend 1 million de litres d'eau pour diluer une tonne de lithium. Wow! Puis là, tu vas venir me dire que c'est écologique. Je sais pas. J'ai un peu de... J'ai entendu l'argument contraire à ça, dans le sens que le coût écologique de la production de la batterie, puis aussi de quand elle est plus bonne, de jeter. Mais c'est à partir d'un certain nombre de kilométrages que ça vient équilibrer. Je sais pas c'est combien, mais je crois que c'est très élevé. C'était comme plus ou moins réaliste. Ouais. C'est ça. Mais là, c'est quand il va venir le temps de les recycler. C'est surtout à cette étape-là. Parce que là, je pense que le recyclage n'est pas optimisé. Puis ça va se rendre là, mais c'est une question de temps. Donc, si ton argument d'acheter un véhicule, si tu veux l'acheter électrique pour le climat, pour l'écologie, le best, c'est de ne pas avoir de véhicule, là, honnêtement. Mais rendu là, tu sais, exactement. C'est du use. Là, tu vas t'acheter un véhicule électrique, mais tu vas faire des croisières sur un gros paquebot. Tu vas aller... tu prends l'avion. Tu prends l'avion. Pour vrai, tu fais tous les meilleurs efforts écologiques. Tu fais ton recyclage, ton compost. OK? Mais tu prends l'avion une fois par année. Oublie ça. Tu viens de canceller les affaires. Puis personne... Tu sais, il faut vivre aussi. Il y a une portion de ça, mais... Comme, je pense que, tu sais quoi, je parlais de ça aussi, un sujet, c'est que tu regardes la Chine, tu regardes toutes l'Inde, tous les gros pays producteurs puis de climat là, qui ont le plus d'impact, c'est des grosses manufactures. C'est pas l'individu puis qui fait son recyclage à chaque... Exact. Right?
même si tout le monde le faisait, un autre manufacture en Chine va pouvoir canceller ça. Fait que je pense que c'est des plus gros enjeux de société là, qu'on a à attaquer. Là. Ben oui. Puis avec le charbon, leur énergie avec le charbon. Puis, tu sais, on parlait... tu sais, c'est même rendu aujourd'hui que le Vietnam produit des véhicules électriques. Et puis c'est pas rare. On commence à en voir sur les routes. Là. Il y a une marque là, que Vietnamienne, OK. Oui, une compagnie vietnamienne. Tu vas au Carrefour, pas loin. Laval, tu vas voir 3-4 véhicules. Là. Tu peux choisir. Très beau modèle d'ailleurs, une belle qualité. C'est quoi le nom, là? Je me souviens plus. Ça m'échappe, là. C'est curieux, j'ai jamais entendu. Oui, vietnamien. La Chine, là, ils veulent concurrencer Tesla. L'Inde qui veut rentrer aussi dans le marché. Mais ça veut dire que quelqu'un qui veut s'en aller dans l'industrie de l'automobile, il va avoir du travail. Ça, ce côté-là, oui. Tu sais, que tu veux travailler en recherche, tu veux travailler les usines de montage ou quoi que ce soit. Dans ce monde-là, il y a toujours beaucoup, beaucoup de travail. Penses-tu que l'essence est là pour rester ou il va y avoir un temps qu'il y en aura, ça sera pas utilisé aucunement? Ce qui a tendance à beaucoup changer, dans un tout premier temps, tu vas en Europe la première fois, tu sors d'un aéroport, puis il y a plein de véhicules qui circulent, tu avais juste l'odeur du diesel. De moins en moins, ça a tendance à disparaître. Au niveau... L'essence, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, je pense pas que je vais voir que des véhicules dans les rues circuler à hydrogène, avec des véhicules électriques, des véhicules avec 2-3 technologies, comme on disait, dans 30 ans, que ce soit juste ça, puis que tous les véhicules à essence soient exclus. Ça, je pense que ça va prendre un certain temps. Le diesel, oui. Mais encore là, le diesel, tu as les camions. Il y a des compagnies comme Lyon Électrique qui fabriquent des autobus. Mais c'est toujours une question d'autonomie. C'est toujours ça le problématique en ce moment? Exactement. Parce que, tu sais, le camion de transport qui pèse là, 50 000 livres, là, puis qui, lui, a besoin de... T'imagines-tu les batteries que ça a besoin? Nécessaire, oui. Fait que, tu sais, c'est au niveau du diesel, ça, on en voit de moins en moins. Tu arrives en Europe, tu prends un véhicule, et puis tu vas avoir maintenant des véhicules à essence, de plus en plus. Et je me souviens d'une campagne qu'on avait faite en France, tu avais un gros panneau. Tu voyais quelqu'un qui remettait une clé à quelqu'un, puis l'autre qui faisait pareil. C'était écrit « Rapportez-nous votre véhicule diesel et repartez avec un véhicule hybride. » Ah, wow! Ouais. OK. Fait que ça, il y a beaucoup... sont quand même assez agressifs en France, ce côté-là, sauf que chargeant des bornes. Tu sais, que ce soit dans les arrêts, les stations sur l'autoroute ou en ville, c'est assez majeur comme problème quand vient le temps de se charger en Europe pour ça. Et oui, puis on peut regarder à court terme toutes les machineries lourdes, les déneigeuses l'hiver. Oui. Je veux dire... C'est ça. À batterie, on n'est pas rendu là. Juste regarder à l'intérieur des entreprises. On voit beaucoup de véhicules, ce qu'on appelle les lifts. Ça fonctionne au propane, parce qu'ils peuvent travailler en dedans. Ça fait des années et des années que ça existe. Puis là, pourquoi que... on peut travailler de la machinerie avec une technologie qui date depuis longtemps, puis que là, aujourd'hui, on a juste les véhicules électriques, parce que c'est tout du bien paraître. Les gouvernements nous emmènent là. Il y a beaucoup de paraître là-dedans pour l'écologie. Mais je souhaite ardemment que dans 5 ans, 10 ans, il va y avoir des étapes, là, mais qu'on va pouvoir se retrouver avec quelque chose de vraiment, mais de vraiment écologique, puis une technologie facile, là, qui peut être là, quelque chose de durable aussi, puis qui n'aura pas trop d'impact. Tu ne seras pas obligé de faire des mines, d'aller dans les déserts, puis de creuser les sols de différents pays pour... Puis, disons, en 2024, ce serait quoi le profil d'un consommateur idéal pour acheter un véhicule électrique? C'est quoi la situation de cette personne-là? La situation de cette personne-là, je vais donner... Moi, ma fille a un véhicule électrique. Ah, bon. Elle vit à Lorraine, elle travaille à Rosemère. Elle fait environ à peine 20 km par jour. Elle n'a pas à travailler sur la route. De temps en temps, tu peux aller quand même
L'autonomie, je me souviens plus. L'autonomie, quelqu'un qui fait à peu près 10, 15, 20 000 kilos par année, puis qui fait des sorties une fois de temps en temps. Ouais. Tu sais, je l'avais taquinée parce qu'elle avait été à la Malbaie. Et puis, elle avait fait un arrêt à Québec pour faire une charge rapide. Une charge rapide, il y a un coût à ça. C'est pas gratuit, là, arrêter là, à Port-de-la-Mauricie ou à une autre place là, pour aller charger son véhicule. Puis là, j'ai dit, là, voir su, je t'aurais passé mon véhicule à essence. Ça aurait été moins long, puis ça aurait coûté quasiment moins cher qu'une charge rapide. Ouais. Faut que tu attendes, il faut que tu sois là. Oui, exactement. Fait qu'aujourd'hui, le conducteur, le public cible pour ces véhicules-là, non, c'est ça. Il ne faut pas que dans la période d'hiver, période de pointe, le janvier-février, le moins 25, comme on a vu l'année passée. C'est arrivé, hein? Même l'année passée aussi. L'année passée, surtout. Nouvelle, hein? Ça a passé s'il y avait une lignée de véhicules qui cherchaient les bornes. Puis là ça consomme. Là, c'est comme un véhicule qui a un super gros moteur, un gros 8 cylindres. Puis là, tu décolles vite, puis tu vois ton aiguille quasiment... tu perds... est-ce que tu sais combien de pourcentage pendant l'hiver d'autonomie que tu perds? Tu as un 30%? Oh mon Dieu! Alors, dans des gros foies comme ça, tu divises par deux. Ah, à ce point-là? Oui, dans des parce gros qu'au Québec, foies... on peut atteindre des... moins 40, moins 30, moins 40. Tu sais, fait que... Tu prends ton véhicule électrique. Ouais. Tu t'en vas l'été. La clim, mettons une grosse journée d'été, une belle journée, il fait chaud. Ouais. L'air climatisé qui fonctionne pas mal. Puis en plus, tu as un toulé sur le toit parce que tu en as besoin, tu t'en vas en week-end. Ben là, tu viens de perdre peut-être 25 %. À ce point-là? Oui. Tu sais, un toulé, là, en passant, c'est un accessoire qui, pour l'aérodynamisme, va t'enlever 20 d'économie sur ton essence si tu as un véhicule à essence. Les gens vont dire ouais, mais ça me coûte rien de gaz. Ben écoute, tantôt, j'ai arrêté à 1,83. Fait que si ça, c'est pas cher, ça coûte rien de gaz, ben, regarde, ça dépend du portefeuille de tous et chacun. Ouais. Mais moi, j'habite dans un secteur où, au Québec, c'est là que l'essence est plus chère. Puis je vais le nommer, tu as un Saint-Eustache dans ce coin-là. Saint-Eustache est considéré dans le top 10 des endroits au Québec où c'est le plus cher. J'étais sûr que c'était Montréal. Je suis parti c'était à 1,95. Puis tantôt, à Laval, sur le 440, j'ai 1,83. À quelques minutes à peine, c'était... 1,95. Oui, exactement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Eustache? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Eustache ou à Québec ou à Rimouski ou ailleurs? C'est des endroits qui ça coûte très cher. Il y a eu Paul Arcand interviewé des personnes là-dessus, puis c'était on n'a jamais su vraiment, non, c'était... Parce que tu dis plus c'est loin, tu sais, moins. D'habitude, quand tu es loin, c'est moins cher, mais là, tu vois, Oui. c'est spécial. Exactement. Pendant qu'ici, c'était à 1,67, 1,68, je suis allé à Chicoutimi, puis j'ai payé 1,45. Ah. Oui. Ça. Exactement. C'est tous des beaux sujets. C'est vraiment intéressant. Si tu aurais un conseil à donner justement à un jeune qui cherche un véhicule, disons que tu parles à ta fille là, qui cherche son premier véhicule, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu l'accompagnerais, ta fille? C'est plus facile de conseiller au niveau des amis que tes propres enfants parce qu'on n'écoute pas les parents. Tu sais, les parents, je dirais à mes propres enfants, tu te fais bien conseiller. Si c'est pas par moi, choisis quelqu'un. Okay, je comprends. C'est sûr et certain que prends ton temps. Ça, c'est la première chose. Vas-y par étapes. Tu sais, c'est pars au niveau de tes besoins. Puis tes besoins, ils te coûtent comment? Tu sais, c'est quoi tous les coûts? Parce qu'on pourrait parler de ça, mais tous les coûts reliés parce que tu as l'achat initial du véhicule, c'est quoi tous les coûts qu'on pense pas? Les assurances. Ça. Les plaques. Puis les assurances en passant cette année. Moi, j'ai reçu une lettre, un mail de ma compagnie d'assurance m'avisant, un avertissement. Tu sais, des fois, il y a un film qui commence en gros, avertissement. Il va y avoir de la violence, c'est quelque chose comme ça. Ben c'est à peu près ça. On dit prépare-toi, parce que là, étant donné que la très haute
hausse des vols, les pièces de véhicules qui coûtent de plus en plus cher. Cette année, attends-toi à une bonne augmentation. OK. Tu vois? C'est juste là. Puis même si j'ai beaucoup d'années d'expérience... Tu n'as pas de contrôle là-dessus, right? J'ai pas de contrôle là-dessus. Bon. Puis les assurances sont directement liées aux réclamations par rapport aux accidents, par rapport aux vols, puis par rapport au coût des pièces. Fait que l'assurance fait... Tu t'as beau avoir ciblé là, un véhicule. OK? Tu appelles tes assurances, puis ton projet, là, il vient de crasher, là, comme... tu dis, oups, je peux pas. Parce que là, mettons, tu sais que ton véhicule va coûter un montant X par mois. Tu appelles tes assurances, tu viens de pas loin de doubler. Si tu as 22 ans, peut-être un gars, ben c'est fini. C'est incroyable. Oui. Fait que tu sais, il y a toutes des étapes. Tu lui dis, regarde, je vais te donner un bout de papier, OK? Je t'écris 5 étapes. Pars avec ça, fais-en ce que tu veux. Exact. Double vérifie, demande 2-3 avis, mais informe-toi. Tu sais, parle à qui tu voudras, mais fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Aujourd'hui, c'est tellement facile. On n'avait pas ça dans le temps, aller sur Google, faire des recherches. Oui, il n'y a plus de barrière à l'entrée. Là. Tout le monde a accès à ça. Tu sais que ça comporte de l'argent, ça comporte des coûts, l'entretien par année, les pneus. Oui, changement des pneus. Tu t'en vas avec tu sais qu'à l'automne, tu vas dépenser 6, 7, 800, 1000 $ pour un kit. Oui. On pense pas à ça, là, puis ça, c'est au cas où. C'est quoi aux 4 ans, ça se peut-tu? Paire de pneus? Ça dépend du kilométrage qu'on fait. Moi, des pneus d'hiver, c'est 3 saisons. Tu sais, des pneus d'été, c'est 3 saisons. Tu peux pas acheter... Moi, je compte acheter des pneus usagés en plus. Ouais. Parce que... T'achètes-tu, toi, Anthony, des souliers usagés? Non. Non. C'est le même principe. Les pneus, c'est la même affaire. Parce qu'il y en a qui font pas le balancement ou l'enlignement. C'est vrai. Les pneus sont mal usés. Tu passes ta main sur un pneu, là, tout est un peu chaotique. C'est ça, des pneus que je viens d'acheter, on a un véhicule utilitaire. Ouais. Ça vient de coûter 1000 $ pour des pneus d'été. Ça a préparé, hein? Ben oui. Mettons que tu achètes du use, là, tu l'as tel quel, mais on pense pas à ça. Là. Comme moi aussi, je suis confronté à ça. L'hiver prochain, ils sont dus. Fait que faut que je me pense, OK, il faut que je mette 1000$ de côté. C'est ça. Ça, puis les réparations qu'on pense pas. La dernière réparation que j'ai faite sur mon Hyundai m'a coûté comme 2000. T'sais. Mais c'était beaucoup d'affaires qui étaient dues à faire. Ouais. On pense pas à ça. Puis tu sais pas, là, peut-être dans 6 mois aussi, tu vas avoir une autre affaire principale. Fait que c'est très important. Puis le coût, évidemment, de l'essence, bon, mensuellement, ton budget par rapport à ça, tes déplacements. Puis je pense que j'irai un peu plus loin à savoir, mettons que tu es jeune, as-tu vraiment besoin d'un véhicule aussi, tu sais? Comme, c'est quoi t'en as besoin pourquoi ton véhicule? C'est-tu juste pour aller à l'université, à l'école ou au cégep? Y a-tu moyen que tu puisses avoir un véhicule juste quand tu as fini tes études? C'est ça. Y a-tu une presse à avoir ça? Moi, j'ai eu une opportunité, puis j'avais un besoin parce que quand j'ai des mandats, des shootings à aller faire à l'extérieur de Montréal, il me faut un véhicule. Puis je veux l'avoir quand je l'ai, je veux avoir la possibilité de partir quand que je veux. Comme l'auto, ce qui est le fun, puis on a un touché là-dessus, c'est que c'est peu coûteux, mais il n'y a pas de disponibilité. Faut que tu te prennes quasiment un mois d'avance. Là, pour préparer tes... Il n'y a presque pas de comment tu dis ça, d'inventaire de véhicules. C'est très, très limité. Puis si tu veux partir une fin de semaine, là, prépare-toi d'avance l'été là, avec tes véhicules. Fait que c'est ça le challenge d'avoir comme l'auto. Et donc, puis l'avantage d'avoir son propre véhicule. Fait que c'est de voir, c'est ça. Fait que si tu habites comme à Montréal ou dans une grande ville qui a des bons transports en commun, que pour vrai, tu vraiment besoin. Fait que, alors repose-toi en question, puis c'est juste de faire ton budget aussi, ça c'est important. Ouais. Tu sais, c'est comme toi, si tu as un véhicule électrique, on revient au véhicule électrique, puis que tu aimes la nature, puis que tu aimes aller visiter les parcs de la CEPAC, tu veux sortir des villes, puis tu veux t'en aller en nature dans les parcs. Tu dis, moi, dans ma vie, là, c'est important. Tu sais, je fais de la randonnée, je fais beaucoup d'activités plein air. Est-ce que je vais pouvoir me connecter... Est-ce que tu vas pouvoir te rendre aussi? C'est pas vrai que c'est des pavés en... Ouais. Right? Fait que c'est ton véhicule qui a une certaine puissance, tu sais pas lequel chemin que tu peux te rendre. Fait que non, c'est vraiment des bons questionnements. C'est quoi ton mode de vie? Tu sais, c'est quoi tes... Exact, c'est ça. Fait que, en résumant tout ça, c'est faites vos devoirs. Prenez des personnes ressources, allez sur Internet, faites des... Puis quand vous faites la première étape dans un concessionnaire, dites au conseiller, je veux juste que tu comprennes que moi, c'est un projet dans quelques mois, puis je viens ici pour les premières informations. Qu'est-ce que... Je veux juste besoin que je veux juste connaître ce chapitre-là, tu sais, au niveau
des équipements, je veux juste m'asseoir dedans, pas prendre beaucoup de ton temps, puis bon, tu sais, j'ai ici dans préliminaire. Ça, dites-le. Faites-le de cette façon-là. Puis là-dessus, vous allez pouvoir rencontrer. Exactement, c'est ça. Où est-ce qu'on peut te contacter pour discuter avec toi, pour faire affaire avec toi? Moi, ça me fait toujours plaisir. J'ai assez régulièrement, il y a des gens qui me réfèrent puis qui me disent, comme la semaine passée, il y a un monsieur qui voulait s'acheter une voiture décapotable. Je l'ai même accompagné en concession pour aller l'accompagner puis faire un genre de petite inspection puis bien le conseiller ce côté-là. Lui donner ma bénédiction si par la suite, que ce soit, ça peut être là, sur Internet, là, ou courriel, Facebook. Courriel. T'es assez rapide sur Facebook, fait que ça, c'est le fun. Oui, Facebook, avec ça, c'est quand même assez rapide. Là, puis, on peut, pour communiquer différentes informations ou guider dans la bonne voie, tu sais, pour dire, regarde, c'est toujours donner je donne toujours 2-3 alternatives, puis à partir de là, tu choisis ce qui se rapproche le plus à tes besoins, puis c'est toujours plaisir après ça, d'avoir des nouvelles de ces gens-là, puis de dire, hey, je suis content, merci, tu sais, tu m'as fait sauver du temps. C'est pas juste sauver de l'argent, c'est sauver du temps. Tu ne peux pas perdre ton temps sur quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Puis tu as la bonne personne aussi. Tu n'as pas perdu ton temps avec un vendeur, malheureusement, qui est là pour te vendre t'as pas juste que t'as-tu besoin, t'as-tu vraiment besoin, tu sais. C'est avec un débiteur de carte de crédit. Un débiteur de carte de crédit. C'est ça, essayer d'éviter, là, on les voit venir assez vite, là, les gens qui veulent closer, comme ils disent. Par pression. Là, tu sais, quand on rencontre des gens, on le sent assez vite. Oui, tu dis, on a le flair. Tu sais, on le dit dans l'immobilier, j'entendais à la radio, quand vous rencontrez, comment je fais pour choisir un agent? Bien ça, c'est en dedans, vous le choisissez. Puis, tu sais, quand tu es à l'aise avec quelqu'un, là, tu le sens vite, là, mais c'est la même chose dans l'automobile. Sinon, il y a d'autres concessions, il y a d'autres personnes, puis et voilà. Merci beaucoup, Michel. T'as-tu aimé ton expérience? J'ai beaucoup aimé, puis écoute, ça fait-tu déjà 1 heure? Je ne sais. 1h09. Hein? Déjà? Ouais. Tu vois, ça avance vite, hein? Tu sais, je me suis dit peut-être 35 minutes. Là. 1 heure. 1 heure. Fait que tu vois, des fois, ça peut aller vraiment... le temps passe. C'est comme une discussion, tu ne checkes pas le temps. C'est vrai. C'est comme si on jasait pendant la période de l'apéro. Pour vrai, oui. Comment que... Pour une première expérience, comment j'étais? Bon, pour vrai, on dirait que tu en as fait d'autres dans le passé. Sérieux? T'es-tu déjà fait interviewer d'une Non, manière? pas du tout. Non, je me sentais à l'aise. J'ai vraiment pris ça pour une discussion normale. C'est ça, puis, comme un café, whatever. Tu m'as bien guidé pendant l'entrevue. J'ai pas eu besoin de te relancer ou de... souvent, on passe sur un sujet, mais non, tu étais assez, OK, on définit une fin, puis on repasse sur une autre chose. Fait que merci beaucoup pour ton passage. Puis au plaisir, on peut toujours se faire une discussion. Ce que je fais, c'est souvent une deuxième partie dans 1 an. Fait que les nouveautés sur le marché, sur est-ce que ta clientèle t'a développé d'autres marchés, on sait pas. C'est vrai. C'est vrai. On pourrait après continuer à jaser. Super. Merci. Cool. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là, donc merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là, c'est super intéressant. Ça vaut de l'or, puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine, dès jeudi midi, pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life
we can move